entamé une table ronde sur comment coordonner l'urgence permanente, c'est-à-dire une thématique qui est cruciale aux enjeux humanitaires anciens comme contemporains. Et il faut comprendre que la question de la coordination est la question qui revient le plus souvent au moment de chaque crise, à savoir qui va faire quoi, où, quand et comment, et quels sont les outils, les mécanismes qui vont être mis en place entre le gouvernement, les acteurs onusiens, les acteurs Croix-Rouge, les acteurs privés, les acteurs internationaux, les acteurs nationaux, comment tout ce beau monde va se coordonner. C'est une question d'autant plus intéressante au Liban parce que nous l'avons compris ce matin, beaucoup d'interlocuteurs ont mis l'accent sur le fait qu'il y a trop d'ONG, je ne le sais pas, je ne sais pas combien elles sont. Dans la part de l'univers où je vis, c'est-à-dire l'hémisphère américain, vous savez tous qu'on appelle Haïti la République des ONG, avec 10 000 ONG non recensées, non inscrites et dont le chiffre est par définition donc inconnu. Mais de sérieux chiffres disent qu'elles sont effectivement entre 3 000 et 4 000 qui vont de la petite église adventiste américaine à la grande agence internationale et jusqu'à il y a peu une mission multidimensionnelle de stabilisation et de maintien de la paix des Nations Unies. Alors vous aurez remarqué, si vous regardez votre programme et si vous regardez le panel, qu'il y a quelques petits changements. Il y a deux petits changements qui sont à ma gauche, donc à votre droite. J'ai d'abord demandé à M. Jaber de revenir nous parler, parce que M. Jaber a initié une discussion sur la coordination au sein du mouvement des Croix-Rouges et au sein de la Croix-Rouge libanaise. Il a exprimé le point de vue que ça n'avait pas toujours été facile, je reprends ses mots, et que les choses allaient beaucoup mieux maintenant. Donc je souhaite qu'il nous explique comment les mécanismes de coordination au Liban au sein du mouvement de la Croix-Rouge s'expriment et se coordonnent. Pour rappel, vous avez une Croix-Rouge libanaise, 20 Croix-Rouges partenaires, la Fédération, le Comité international de la Croix-Rouge, un mouvement organisé et des principes qui s'appellent les principes de Séville, qui sont là un tout petit peu pour statuer sur qui fait quoi au sein du mouvement. Et le deuxième changement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Anne-France White, qui représente ce jour Monsieur Lazzarini, qui est empêché. Monsieur Lazzarini est le résident coordinateur du système des Nations Unies et le coordinateur humanitaire. Il est empêché, il n'a pas pu se présenter ici. Madame White le représente en sa qualité de directrice adjointe d'OCHA. Donc bienvenue à tous les deux et voici pour l'explication du changement de programme. Je vais continuer avec les autres présentations un tout petit peu plus tard, mais je voudrais tout de suite donner la parole à Monsieur Jaber parce qu'il a un rendez-vous, une formation à 3 heures et donc je souhaitais qu'il puisse s'exprimer avant de se libérer et de nous quitter. Monsieur Jaber, je ne vous représente pas, vous êtes le sous-secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise et en particulier responsable des questions organisationnelles et de coordination avec les autres partenaires. Alors je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Donc, je vais expliquer très rapidement d'abord comment la Croix-Rouge, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé. 3 entités différentes, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et les sociétés nationales. La Croix-Rouge libanaise est une société nationale, la Croix-Rouge française est une société nationale qui est aussi présente au Liban pour aider la Croix-Rouge libanaise pour la réponse à la crise syrienne. Alors, il y a 190 sociétés nationales, un seul CICR, une seule fédération. C'est compliqué à gérer parce que c'est décentralisé. Ce n'est pas un système où la fédération peut venir dire à une société nationale « vous faites ceci, vous ne faites pas cela », tant qu'il n'y a pas une violation des principes fondamentaux. Tandis que le CICR a un mandat, selon les conventions de Genève, un mandat clair et séparé. Donc, ça veut dire que le CICR peut agir immédiatement dans un pays qui a signé les conventions de Genève, faire des activités directes, par exemple, la détention, visite des prisons, c'est une activité typique du CICR. Et deuxièmement, tandis que les autres ne peuvent pas travailler directement. Donc, la Croix-Rouge française ne peut pas venir au Liban et commencer à faire des activités directement sans coordonner avec la fédération et avec la société nationale du pays hôte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que ça devient compliqué assez rapidement. D'abord, quand il y a le CICR et la société nationale, qui décide? Qui dirige? Dans le passé, la Croix-Rouge libanaise était assez faible, c'était automatiquement les autres.
Le CICR, surtout, parce que c'était un conflit armé. Le mandat du CICR est de travailler quand il y a des conflits armés, surtout. Le mandat de la fédération, c'est de coordonner quand il y a des catastrophes naturelles. Et après, ça devient plus compliqué quand on se demande qu'est-ce qu'on fait quand il y a des catastrophes naturelles qui résultent en conflits armés ou des catastrophes naturelles durant les conflits armés. C'est facile à écrire sur papier, ça devient plus difficile quand on rentre dans les détails. C'est pour ça qu'il y a deux concepts différents, je ne connais pas la terminologie en français. Lead role, le rôle clé, c'est CICR, conflit armé par exemple. Typiquement, quand il y a un conflit armé, c'est le CICR. Et le lead agency, même si c'est le CICR, ça peut être quelqu'un d'autre, une autre agence, par exemple la Croix-Rouge libanaise, qui dirige les opérations en coordination avec la Croix-Rouge. Mais il y a la distinction entre le rôle appartient à qui typiquement, et puis qui va être responsable de la coordination. Il faut toujours avoir quelqu'un qui est responsable de la coordination. Une agence, au moins, ça doit être clair, sinon il y a un enchevauchement, redundancy, et ça devient la pagaille très vite. Alors pourquoi c'était difficile au Liban au début? Parce que la Croix-Rouge libanaise n'était pas encore en position claire et de force. Donc, pas de stratégie. Si la Croix-Rouge libanaise ou un autre acteur, je parle de la Croix-Rouge libanaise parce que je ne suis compétent de parler que de ça, mais vous pouvez aussi extrapoler et faire les parallèles avec d'autres acteurs. La Croix-Rouge libanaise était une organisation sans stratégie. On n'avait même pas de secrétaire général. Il y avait une gouvernance, mais pas de management. Imaginez une organisation sans stratégie. Vous venez proposer quelque chose, comment on va décider si oui ou non on doit faire ça? S'il n'y a pas des objectifs clairs, s'il n'y a pas des choix qui ont été faits sur qu'est-ce que la Croix-Rouge libanaise peut faire mieux que d'autres? Où est notre avantage, notre plus-value, notre avantage compétitif? Alors on a cherché à développer une stratégie et on s'est dit, j'avais parlé de ça rapidement durant la première présentation, notre avantage, c'est que nous sommes présents sur tout le territoire. Nous avons un service d'urgence médicale qui opère 24 heures sur 24 sur tout le territoire, des centres, des cliniques, des centres de jeunesse, des banques du sang, etc. Et deuxièmement, nous avons des volontaires. Les volontaires, ça veut dire qu'on peut travailler avec un budget, il faut être honnête, ça coûte un peu moins cher les volontaires que du staff. C'est plus facile à mettre, c'est plus facile à garder dans la durée. Tant qu'on a des activités qui les attirent. Si on n'a pas d'activités qui les attirent, ça devient très compliqué. Heureusement, au Liban, les activités de la Croix-Rouge libanaise attirent encore les volontaires, surtout les jeunes. Donc voilà nos avantages. Alors, la question qu'on se pose toujours quand il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle activité. Numéro 1, est-ce que ça fait partie de nos priorités? Il y a 5 priorités à la Croix-Rouge libanaise. Est-ce que ça fait partie de ces 5 priorités? Sinon, il faut qu'il y ait vraiment un examen très clair. Est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Est-ce qu'il faut changer notre stratégie ou pas? Deuxièmement, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait par les volontaires dans le futur? Par exemple, dans le secteur WASH, Water and Sanitation, la Croix-Rouge libanaise se concentre sur ce qu'on appelle le soft wash. Changer les attitudes des gens, convaincre les gens, influencer les gens. On ne veut pas être spécialiste en hard wash. Mais comment ça se répercute sur la coordination? Si, je vais donner l'exemple, ce n'est pas vrai, mais on va donner l'exemple de la Croix-Rouge française, puisqu'ils sont là. Si la Croix-Rouge française a un financement du gouvernement français pour des programmes de hard wash. Alors, la Croix-Rouge française va vouloir utiliser ce financement. Elle va venir chez la Croix-Rouge libanaise et lui dire « Allez-y, faites du hard wash » parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Si on a une stratégie et un bon leadership, on va pouvoir dire non, résister à la tentation. Si on n'a pas une stratégie ou pas un bon leadership qui est conséquent avec la stratégie, on va dire oui. Le hard wash peut être fait par 10 autres, 15 autres organisations, mais qui peut faire du soft wash sur tout le territoire libanais avec des volontaires, être accepté partout? Pas beaucoup. Il y a sûrement quelques organisations, quelques associations, mais pas beaucoup.
Donc voilà comment la stratégie nous a aidés à pouvoir coordonner ces 20 partenaires, ces 22 partenaires différents. Le deuxième élément, c'est qu'en 2012, il n'y avait pas de leadership. S'il n'y a pas un leadership solide à la Croix-Rouge libanaise, c'est les partenaires qui vont décider pour la Croix-Rouge libanaise. Et avoir 20 partenaires décidés, même si les intentions sont toujours les bonnes, ça va compliquer les choses. Donc, la Croix-Rouge libanaise a pris clairement, sauf dans quelques sujets qui sont la spécialité du CICR, le leadership de tout ce que le mouvement fait au Liban. Ça veut dire que la question qu'on se pose, et on a eu ce débat avec le CICR il n'y a pas longtemps, si la Société nationale peut former au premier secours et le CICR peut former au premier secours, qui devrait former au premier secours, par exemple? Eh bien, la localisation de l'aide, le renforcement des organisations locales dit que, automatiquement, si une organisation locale peut le faire, ça doit être l'organisation locale. Maintenant, le risque qu'on a eu quand on a fait quand on a eu ces 20 sociétés nationales, c'est la surcoordination. Il y a une seule Croix-Rouge libanaise, 20 partenaires. Et on dit souvent à nos partenaires, vous êtes trop nombreux et nous sommes trop peu. On dit ça aussi souvent aux organisations de l'ONU, quand ils nous demandent d'assister à toutes les réunions, mais je peux vous dire qu'il y a trop de réunions et pas assez de staff. Donc, bien sûr, il faut une coordination. La blague à la Croix-Rouge libanaise, c'est qu'on veut recruter des gens qu'on appelle meeting officers. Donc, leur job description, c'est juste d'aller pour dire que la Croix-Rouge libanaise est là. Mais bon, donc le risque, il faut avoir une certaine coordination, mais on tombe très vite dans le piège d'avoir une surcoordination. Et le problème là, quand la coordination est faite par des INGOs, par des organisations internationales, c'est le turnover. Combien de temps il faut pour comprendre le Liban? 6 mois, un peu. Une année? Les mandats de la plupart du staff des INGO, c'est de 2 ans ou 3 ans au maximum. Ce qui veut dire qu'on recommence à chaque fois selon les préférences personnelles d'une certaine personne qui arrive. Et comme on dit en anglais, I rest my case here, je vais conclure sur ça. Ça démontre l'importance d'avoir une coordination qui est gérée localement, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur associatif, ce n'est pas important, mais il faut pouvoir bâtir les compétences des gens locaux pour organiser la coordination, sinon ça reste très compliqué. Merci infiniment, Monsieur Jabert, pour ces précisions, et je retiendrai certainement l'importance du leadership et l'importance d'une stratégie claire et définie pour vous permettre d'organiser la coordination avec tous les acteurs comme élément fondamental. Et deuxièmement, un point qui ne vous est pas spécifique, mais qui est commun à beaucoup d'autres écosystèmes humanitaires, que ce soit les UN ou les ONG, c'est la surcoordination. Et on verra peut-être avec Béatrice tout à l'heure ou avec Madame White. Sachant que vous devez quitter, je voudrais savoir si dans la salle immédiatement, il y a des personnes qui voudraient poser une question à Monsieur Jabert. Et je note une petite chose, vous n'avez rien dit sur la fédération. Si, j'ai commencé par le rôle de la fédération. Ah bon? Donc, la fédération, son rôle, elle n'a pas un mandat pour agir directement. La fédération a un rôle très très compliqué, qui est de mettre les 190 sociétés nationales ensemble et les coordonner. Ce n'est pas évident quand elles sont si distinctes. Les 190 partout. Au Liban, elle aide la Croix-Rouge libanaise, elle apporte une aide très précieuse à la Croix-Rouge libanaise pour aider à coordonner les 20 sociétés nationales qui sont présentes au Liban. D'accord. Donc il y a un courtier qui joue le rôle de coordonnateur des autres Croix-Rouges avec vous. Et ce que je retiens aussi de votre débat, c'est le principe d'unicité. Une Croix-Rouge et des partenaires, mais une seule Croix-Rouge. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Madame White, qui représente ce jour Monsieur Philippe Lazzarini, qui est donc le coordinateur résident. Madame White est une professionnelle du Bureau de coordination des affaires humanitaires.
Sans faire trop d'historique, ceux qui ne sont pas familiers avec les familles des Nations Unies se souviendront qu'en 2004, on a eu un tsunami gigantesque dans l'océan Indien et qui a décidé et provoqué une réforme humanitaire qui a mis sur place les clusters, les fameux clusters, qui sont les groupes sectoriels qui régissent le travail des UN, de la Croix-Rouge, des ONG sur une situation donnée. Vous apprendrez aussi dans ce thème qu'il n'y a pas de clusters au Liban, et on verra pourquoi. Et nous avons avec nous donc une personne expérimentée qui a travaillé en République démocratique du Congo, qui a travaillé au siège de OCHA à New York, et qui est aujourd'hui directrice adjointe du bureau d'OCHA au Liban. Alors, Madame White, comment est-ce que les Nations Unies se coordonnent et tentent de coordonner les autres groupes sectoriels en place? D'accord. Merci beaucoup. Petite précision également, c'est marqué donc PNUD sur le truc, mais je travaille bien pour OCHA, comme l'a précisé Monsieur Connoir. Voilà, merci. Alors, grand merci à la Croix-Rouge française et à USJ pour cette conférence qui vient à point nommé. Donc, comme l'a dit Monsieur Connoir, donc je suis ici pour représenter Monsieur Lazzarini, qui malheureusement ne pouvait pas être là ici aujourd'hui. Il remplace actuellement Madame Sigrid Kaag, la représentatrice spéciale pour le Liban. Et dans ses fonctions, vous pouvez imaginer qu'il est pas mal pris en ce moment. Donc c'est pour ça que je le représente aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est que j'ai donc une petite vue d'ensemble en fait que Philippe allait partager avec vous. Donc je vais la partager, puis après vraiment contente de participer au panel. Voilà. Donc le titre de cette table ronde, comment coordonner l'urgence permanente, nous rappelle que la crise syrienne est entrée dans sa 7e année. Plus que jamais, une réflexion s'impose sur la façon dont nous coordonnons cette assistance pour les réfugiés syriens ainsi que les Libanais vulnérables, dans ce pays qui accueille la plus grande concentration de réfugiés dans le monde. La crise a mis à rude épreuve le pays. Les communautés hôtes ont partagé leurs ressources, ouvert leurs écoles, leurs hôpitaux et souvent leurs demeures à ces familles qui fuyaient un conflit atroce. Ces communautés sont elles-mêmes parmi les plus vulnérables. Certaines n'ont parfois pas accès aux services les plus élémentaires. Et les populations les plus vulnérables sont concentrées dans certaines zones du pays. Plus de 80% des réfugiés syriens et près de 70% des Libanais les plus vulnérables vivent dans les 251 municipalités les plus pauvres du Liban. Donc on a une carte des cadastres les plus vulnérables. Il y en a 251 et il y a des vraies poches de concentration de vulnérabilité à travers le pays, notamment dans la Bekaa et dans la zone Dakar au nord. La situation des personnes en situation de vulnérabilité est en train de s'aggraver. À travers le Liban, presque 1,2 million de personnes vivent avec moins de 2,4 $ par jour. Ce chiffre était 2 fois plus faible en 2014. Près de 300 000 Libanais et plus d'1 million de réfugiés syriens sont plongés dans un cycle d'endettement. Selon le dernier rapport VASIR, qui est le rapport des Nations Unies sur les vulnérabilités des réfugiés, 87% des familles de réfugiés sont endettées. Une situation qui les rend encore plus vulnérables et force de nombreuses familles à se tourner vers des mécanismes de survie négatifs, comme couper leur ration alimentaire ou demander à leurs enfants de travailler. Les communautés libanaises ont fait preuve d'une grande générosité, mais nous sommes tous conscients que l'hospitalité libanaise, si elle est sans des équivalents dans le monde, n'est pas sans limite, et que la pression qu'exerce la présence des réfugiés sur l'économie et les infrastructures du pays a atteint un niveau critique. Dans de nombreuses municipalités, la présence de nombreux réfugiés a mis une pression sans précédent sur les services de base, comme les systèmes d'égout et la gestion de l'eau, causant de fortes tensions entre les communautés. Le taux de chômage reste un des facteurs les plus inquiétants, affectant les jeunes Syriens et Libanais et les rendant plus vulnérables. Un point qui est intéressant, c'est que la compétition pour les emplois est perçue par les Syriens comme les Libanais comme l'un des principaux moteurs de conflit entre les communautés. De plus en plus, des signes de lassitude émergent et les tensions s'accroissent. Ces tensions locales sont en train de se manifester, notamment à travers les avis d'expulsion qui ont été lancés récemment par plusieurs municipalités. Dans un sondage récent, on a vu que seulement 2% des Libanais ont répondu qu'il n'y avait pas de tension entre les communautés, alors qu'en 2014, 40% pensaient qu'il n'y avait pas de tension. Donc je pense que ce chiffre capture vraiment cette détérioration des relations entre les communautés. Ce chiffre est inquiétant et doit nous pousser à travailler sur l'apaisement des tensions sociales. Face à cette crise et à cette montée des tensions, comment répondre à l'urgence permanente ?
en ayant une réponse intégrée, en travaillant en réel partenariat avec le gouvernement libanais, en impliquant tous les acteurs dans la réponse et en développant de nouveaux mécanismes. Et par-dessus tout, en s'assurant que la réponse à la crise syrienne passe par un vrai investissement dans le développement du Liban. Face à ces défis immenses, le Liban, avec sa résilience et sa créativité, a une opportunité clé de devenir la pionnière d'une nouvelle approche qui lie l'humanitaire et le développement en aidant à la fois les Syriens et les Libanais. Dès le début de la réponse au Liban, la communauté internationale et le gouvernement libanais ont pris le parti de coordonner la réponse à travers un vrai partenariat avec le plan de réponse pour le Liban, le LCRP. Ce plan de réponse est un des seuls au monde qui coordonne les réponses humanitaires et de stabilisation complètement de manière conjointe et intégrée, afin de garantir une réelle cohérence dans l'action sur le terrain. En tant que telle, notre approche est forte d'innovation et de vision stratégique. Ce LCRP, donc ce plan de réponse pour le Liban, qui couvre la période 2017 à 2020, a été conçu comme un outil de planification et de coordination entre les 10 secteurs d'intervention au Liban. Et chacun de ces secteurs est coordonné par le ministère qui donc s'occupe de la question, avec l'Agence des Nations Unies qui est donc responsable de ce secteur. Par exemple, le ministère de la Santé travaille avec UNICEF pour le secteur éducation. Pour chaque secteur, ce système permet une coordination dans la définition des objectifs et des moyens d'intervention chiffrés. Et en ce moment, on est en train de travailler sur le LCRP pour 2018 notamment. Il a cette spécificité d'apporter une réponse intégrée permettant de lier une réponse humanitaire à des éléments de stabilisation sur plusieurs années. Le côté innovant de cette solution, c'est qu'elle part du principe qu'il faut intégrer les réfugiés et les communautés hôtes dans une seule et même réponse. Le LCRP définit un cadre dans lequel s'inscrivent une grande partie des actions des agences de l'ONU et des ONG en réponse à la crise, en s'assurant qu'elles soient réellement alignées sur les priorités nationales. On parle de réponse intégrée car les 4 objectifs du LCRP sont globaux et transcendent l'humanitaire et la stabilisation. Ces 4 objectifs sont garantir la protection des populations vulnérables, deuxièmement, fournir de l'assistance immédiate aux populations vulnérables, troisièmement, soutenir la provision de services à travers les systèmes régionaux, et quatrièmement, renforcer la stabilité économique, sociale et environnementale du Liban. En 2016 et en 2017 plus particulièrement, le renforcement des institutions publiques libanaises, notamment les municipalités, a été un des objectifs clés du LCRP. Et je souhaiterais vous donner quelques chiffres significatifs qui illustrent ce soutien accru aux institutions du Liban à travers le LCRP. En 2016, 187 millions de dollars ont été transférés à des institutions libanaises. Les municipalités ont gagné en expertise locale en tant que premier répondeur à la crise. 73 millions de dollars ont été investis directement dans 240 municipalités et unions, des municipalités dans les zones les plus touchées. Le ministère des Affaires nationales et son réseau de centres de développement sociaux ont été soutenus tant pour diriger la réponse à la crise que pour fournir des services sociaux à un nombre grandissant de communautés vulnérables. Près de 10 millions de dollars ont été mobilisés pour renforcer ce système social, en plus de plus de 11 millions de dollars orientés spécifiquement pour la mise en œuvre du NPTP, le National Poverty Targeting Program, qui est un programme national pour la pauvreté pour les Libanais spécifiquement. 253 millions de dollars ont été mobilisés pour mettre en œuvre le projet du ministère de l'Éducation, parmi lesquels 73 millions de dollars pour le ministère et son réseau d'écoles. Cela a permis à plus de 400 000 enfants, dont la moitié sont libanais, de s'inscrire à l'école. Soutenir l'économie et la création d'emplois est un des plus grands enjeux de la réponse, et c'est une priorité du LCRP. D'ici décembre 2017, plus de 250 millions de dollars seront distribués et dépensés dans l'économie locale à travers la réponse en cash apportée aux personnes vulnérables à travers le pays. Pour 2018, un des objectifs prioritaires de la coordination de la réponse sera d'aller plus loin dans le renforcement de ce qu'on appelle le Humanitarian Development Nexus, le lien entre l'humanitaire et le développement. Lors du sommet humanitaire mondial, en 2016, 9 agences des Nations Unies et la Banque mondiale ont lancé la nouvelle façon de travailler, New Way of Working, qui vise à renforcer ce lien humanitaire-développement en se concentrant sur 4 aspects.
faire de l'analyse commune de la situation pour avoir une compréhension commune des priorités, améliorer la planification commune, renforcer le leadership et la coordination et recalibrer les modalités financières. La réponse à la crise syrienne au Liban est une opportunité unique d'opérationnaliser ce nexus en soutenant durablement le Liban à travers la réponse humanitaire d'ensemble. Le LCRP propose déjà un plan pluriannuel et rassemble les cycles de planification humanitaire et de développement, ainsi que de suivi et d'évaluation de la réponse. En 2018, notre vision est d'aller plus loin dans les synergies entre les programmes humanitaires et ceux de la stabilisation et du développement, en adoptant des approches innovantes pour atteindre nos objectifs communs. Un aspect clé de cette action sera la convergence entre la coordination entre le LCRP et d'autres mécanismes de financement. Nous sommes en train de travailler avec la Banque mondiale et d'autres partenaires clés pour explorer des champs d'action communs pour mieux soutenir ensemble le Liban. L'exemple du mécanisme global de financement concessionnel, le GCFF, de la Banque mondiale est intéressant car il montre comment plusieurs programmes développés par la Banque mondiale s'inscrivent dans la continuité des réalisations du LCRP avec un impact potentiel important sur les opportunités économiques et les emplois dans le pays. Ainsi, le programme de route du GCFF va améliorer les infrastructures locales tout en créant de l'emploi pour les réfugiés et communautés hôtes. Par ailleurs, le projet de création d'emplois et de soutien aux petites et moyennes entreprises dans la ville de Tripoli converge avec les objectifs du secteur de stabilité sociale du LCRP. Dans le cadre de cette réflexion d'ensemble, nous allons créer une task force sur la réponse en cash au Liban pour réfléchir ensemble à des moyens de mieux soutenir les personnes vulnérables, à la fois syriennes et libanaises, à travers des safety nets, des filets de secours complémentaires et qui soient intégrés dans le renforcement des filets de sauvetage pour les Libanais. Cette task force réunira les Nations Unies, ONG, gouvernements et bailleurs pour mener cette réflexion d'ensemble. Enfin, nous avons engagé une réflexion sur les structures de coordination au Liban, et j'ai bien noté le point de M. Jaber sur le nombre de réunions sur la surcoordination. Là, il y a clairement une réflexion en cours également au niveau de l'ONU et des ONG en ce moment sur la structure existante. La structure existante avec ses 10 secteurs est-elle encore adaptée à la réponse au Liban ? 7 ans plus tard, comment ajuster ces structures pour assurer un impact maximum pour les personnes vulnérables ? Cette réflexion est en cours en ce moment et nous allons vraiment réfléchir ensemble avec tout le système de la réponse pour voir s'il y a effectivement le bon nombre de secteurs et si la structure est adaptée. Je souhaiterais évoquer un dernier point sur les sources de financement. En réponse à cette crise, la communauté internationale s'est fortement engagée. Depuis le début de la crise, 4,9 milliards de dollars ont été mobilisés pour répondre aux besoins des Syriens et Libanais. Mais plus une crise se prolonge, moins les ressources humanitaires sont disponibles. La réponse au Liban ne sera pas une exception. Nous devons donc exploiter de nouvelles sources de financement pour appuyer les sources de financement traditionnelles. J'ai évoqué la Banque mondiale et nous travaillons également avec d'autres acteurs pour explorer de nouvelles pistes de financement durable pour le Liban. Plus que jamais, il faut diversifier ces sources de financement et ces partenariats et construire cette réponse pluriannuelle afin de soutenir le Liban dans la durée. Il faut ouvrir au plus grand nombre d'acteurs les mécanismes de financement et d'opération. Il est par ailleurs important de pousser à davantage de coopération entre les différents acteurs. Les acteurs de l'humanitaire et du développement doivent continuer à échanger et collaborer. Les partenariats avec le secteur privé doivent également être multipliés. Il y a énormément de potentiel à explorer à ce niveau dans ce pays qui a toujours été un pionnier des entrepreneurs et de l'innovation. Pour conclure, la coordination humanitaire au Liban est en pleine évolution et nous sommes à un moment d'opportunité unique pour aller plus loin ensemble, innover et réellement créer des synergies entre les programmes humanitaires et de stabilisation pour le bien de tout le pays. Pour ce faire, notre plaidoyer est le suivant. Auprès des partenaires humanitaires et de développement, nous leur demandons d'innover, d'aller plus loin dans les synergies et de travailler avec de nouveaux partenaires. Et notre plaidoyer auprès des bailleurs, qui est un plaidoyer continu, est d'augmenter les fonds pluriannuels consacrés aux projets de développement et de stabilisation, car à ce jour, ils ne représentent qu'environ 15% des fonds au Liban, et de rendre plus flexibles les barrières entre les budgets humanitaires et de développement.
Tous ensemble, nous avons une réelle opportunité de faire une différence pour le Liban en étant encore plus innovants et créatifs. Saisissons-la. Merci beaucoup, Madame White. Merci. Je vous remercie beaucoup pour ce discours très engagé et aussi qui me laisse penser le fait que le Liban, d'une certaine façon, est un peu un pays pilote. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes en train d'essayer ici des approches dont on discute beaucoup dans les forats académiques, le nexus humanitaire développement, le renforcement des synergies, le besoin de nouveaux financements. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Si vous cherchez à le mettre en œuvre sur une base intégrée avec les autorités nationales, ça c'est sans doute nouveau. Deuxièmement aussi, le questionnement sur le nombre de secteurs. Doit-on continuer ou pas de manière pérenne à s'investir dans autant de secteurs diversifiés? Mais il y a un mot peut-être que vous n'avez pas prononcé dans ce discours, c'est la mesure d'impact. Est-ce que quelqu'un est venu dire si oui ou non le travail intégré et synergique a un impact réel? Évidemment, pour mesurer un impact, il faut un baseline. Ouais. Mais le baseline, c'était avant la crise. Ouais. Après la crise, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qui a avancé ou pas? Quelles sont les leçons apprises qu'on peut tirer de cette approche intégrée? Et je serais aussi très curieux de savoir, peut-être pas ministère par ministère, mais quelle est l'appréciation que les Nations Unies, avec leur expérience clusters, tirent de cette expérience libanaise. Voilà quelques pistes de réflexion, mais je voudrais surtout vous donner la chance de pouvoir continuer avec Madame White et poser les questions que vous jugeriez pertinentes. Oui ? Je voulais dire que j'avais mis justement une de mes étudiantes de master sur toutes les aides au développement qui avaient été apportées au Liban depuis 1990 jusqu'à la veille de la crise syrienne. Et franchement, les milliards qui sont arrivés au Liban, le résultat n'est pas très clair. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est pas très encourageant. C'est une opinion, ce n'est pas une question. Non, non, c'est pas une opinion, c'est une étude qui a été faite à partir d'un mémoire de master. Sur la question de l'impact, en fait, c'est un bon point et le point que vous avez également soulevé, et c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû effectivement mentionner, c'est qu'on travaille pour mieux mesurer l'impact de cette réponse. Et dans ce cadre, on est en train de renforcer la section MNI du LCRP, en fait, monitoring et évaluation. Donc on a un expert en MNI qui a rejoint l'équipe il y a maintenant 2-3 mois. Et avec le LCRP de 2018, on est vraiment en train de renforcer ces baselines et ces cadres... Pardon, c'est moi. Cadre analytique, pour pouvoir, par secteur, vraiment évaluer, OK, c'était ça notre objectif, dans quelle mesure est-ce qu'on l'a atteint et quelles sont les failles. Donc je pense que ça, c'est vraiment un aspect qu'on est vraiment en train d'essayer de renforcer en ce moment. Voilà. OK, merci. Très important, merci. Y a-t-il des questions? Non? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer avec monsieur le général, je m'excuse si je ne prononce pas correctement votre nom, Khair. Monsieur le général Khair est major général de l'armée libanaise. Il est actuellement le secrétaire général du Conseil supérieur d'assistance. Il a été secrétaire général du Conseil supérieur de défense de l'armée libanaise. Et mon général, avant d'engager votre présentation et des échanges avec les étudiants, d'abord, j'inviterai ceux qui ne parlent pas arabe à se doter d'un casque, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose peut-être serait que vous puissiez expliquer à notre assistance qu'est-ce qu'est exactement le Conseil supérieur d'assistance, parce que personnellement je ne sais pas ce que c'est. Donc j'aimerais comprendre son rôle. Est-ce que c'est une protection civile type français? Est-ce que c'est un autre type de conseil? Je vous remercie par avance de nous l'expliquer. Ah, nous avons une présentation, excusez-moi. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا ونتشرف بالحضور الجميع وبتوجه بالشكر الكبير والدائم لكل المنظمات الدولية اللي عم بتشارك بمساعدة لبنان. هالمنظمات الدولية أكيد ما بنقدر نحن يعني نقدرها ونشكرها على الجهود اللي عملتها خلال هالسنوات الحرب أو قبل أو بالمستقبل. بس كمان مثل ما عنا شكر لها وعنا يعني مثل ما سمعت أنا وكنا عم نسمع قبل وهاليومين مثل ما هن عندهم حسنات وتقديرات كمان عنا نقد لها.
بنحكيهم بصراحة، نحن جايين لهون لنحكي بصراحة. يعني مثلا بعطي مثل، نحن بعدين بنفوت بالمضمون الأساسي اللي هنفوت فيه، بس عم بعطي مثل. يعني مثلا من 5 سنين يعني كنا موجودين، يعني جمعت أنا 30 منظمة بتذكر لمساعدة قصة النازحين في لبنان. 30 منظمة، اجوا 30 منظمة حتى ننظم ونخطط كل منظمة شو لازم تشتغل ضمن الاختصاص تبعها، او ضمن شو لازم كل حتى ما يروح المجهود، لانه ستتجمع تعطي قوة اكثر، ستفرق بتروح القوة تبعتك بتروح كلياتها. هيك تعلمتنا بكل الحياة العسكرية بكل جيوش العالم. 30 منظمة اللي جمعناها إن كل شهر لازم نجتمع ويقول يعطينا كل واحد اللي بده يهتم بالغذائية، اللي بده يهتم بالفرش، اللي بده يهتم بالصحة، اللي بده يهتم بالأدوية. ما في أحلى منهم الحقيقة. بس بعد شهر إجا شي 5 منظمات، بعد الشهر الثاني ما شفنا حدا. ماشي، بس عم نعطي نحن مثل ما عنا في شكر، كذلك لازم نحن إذا ما بننقد بعضنا ما بنوصل لنتيجة وما حدا يزعل. كمان يعني هنبلش بالمضمون اللي حكاه المسيو، وبعدين كمان اذا في نقد او في خبره نعطيكم كيف كنا، ويمكن كنتوا تشوفونا على الارض كيف كنا نتعامل مع الاحداث اللي كانت طبيعيه او امنيه على الارض. نحن بنفوت بقصه الهيئه العليا للاغاثه، يعني بتعرفوها كلكم سامعين فيها. يعني هي صار عمرها شي حوالي 30 سنة، دائما عم تحاول تطور حالها بالرغم من النقد اللي بينقدوها البعض، لأن هي الهيئة عبارة عن حوالي 40 موظف يلي هي بتشتغل على صعيد كل لبنان، بتشتغل إغاثة وكوارث فورا، بتعالج الأمور فورا. وبالفترة الأخيرة فترة الرئيس لام وخاصة فترة الرئيس حريري الله يوجه له الخير، يعني كنا عم نشتغل إلى جانب الكوارث، كنا عم نشتغل إنماء الحقيقة، وإنماء يعني وخاصة بالمناطق المحرومة، يعني بصورة خاصة مناطق عكار أو مناطق الهرمل أو في مناطق صوب الجنوب الحدودية أو مناطق خط التماس. حتى كنا نفوت نعالج، يعني نساعدوا للصليب الأحمر. أكيد نحن وحدنا ما بنقدر نعمل شيء، بس كان في اللجنة الوطنية هنحكي عنها كمان إلى جانب الهيئة الإغاثة اللي نحن تقريبا إجت فترة دمجناهم مع بعضهم. الهيئة العليا للإغاثة ضفنا جبنا للجنة الوطنية إدارة الكوارث حتى نعطي النتيجة الأفضل، لأن كانت الكوارث اللي عم بتصير علينا كانت طبيعية أو أمنية صارت عم تتزايد على الدولة على رئيس الحكومة. يعني القوة التنفيذية على الأرض الفورية لرئيس الحكومة ليساعد الناس ويقف جنبها هي الهيئة العليا للإغاثة. فإذا نعطي فكرة نحن عن الهيئة العليا للإغاثة اللي هي عبارة عن تتألف من رئيس الوزراء هو رئيسها الأساسي، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وزير الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الأشغال، وزير الطاقة، وزير المهاجرين. يعني عبارة عن 10 وزراء. هي هيئة مستقلة لحالها، هي 10 يعني تقريبا بتشكل ثلث مجلس الوزراء. يعني نحن بالأمور بالأيام الطبيعية والعادية والأمنية يعني الأمور اللي ما فيها مشاكل، يعني نحن تقريبا ثلث المجلس الوزراء. وشوفوا قديش بدك تكون صعب أخذ القرارات داخل هالهيئة. وبالرغم من ذلك كان دولة الرئيس أيا كان رئيس الحكومة يعني يقدر الحمد لله نتابع الأمور ونوصلها لنتائج أكثر من الإيجابية، بالرغم من كل الصعوبات اللي كنا نشوفها وبالرغم من كل الانتقادات اللي بياخدوها بالطابع السياسي. نحن كنا نشتغل إنمائي وإغاثي. قديش معي وقت؟ مفتوح الوقت؟ 15 minutes. حتى نعرف يعني كما يمكن أن نعتمد على عدد من الأعضاء الداعمين لهالهيئة. يعني الداعمين لهالهيئة يعني فينا نحن نستعين بأي موظف بكادرات ودوائر الدولة موجودين فيها الهيئة تستعين فيهم وتنتدبهم لها، وهذا سر نجاحها. يعني نحن كنا يعني أنت بتستعين بالموظف المنيح تقدر تنجح، بتستعين بالموظف الفاشل حتى قد
ردود فعل فاشله. يعني كنا نستعيد مثلا في مجلس الجنوب، يلي هو مجلس الجنوب اللي موجود، يمكن اللي ما بيعرفوه بس في اكثركم بيعرفوا بس ناس ما بتعرف. مجلس الجنوب بيشتغل للجنوب فقط، يعني بقوادره وكل شيء بس في الجنوب. هو نحن ممكن نستعين فيه بعض الاحيان، بس يعني لحديت هلا نحن ما في داعي، يعني ما احتجنا له، بس كنا نحن ندعمه ونساعده بالجنوب. بس كمان اذا عزنا في تنسيق تام نحن وياه. في مديريه عامه وزاره المهجرين، بتعرفوا انتم اجى فتره وزاره المهجرين يعني النزوح والاوضاع الامنيه اللي صارت بالقرى اللبنانيه وخطوط التماس والحرب الاهليه اللي صارت بين الضياع، صار هالنزوح الكبير اللي صار بين الضياع وان شاء الله بقى تنعاد. كمان في قالوا دائره نقدر نستعين فيه. في الصندوق المركزي للمهجرين تقريبا قريب على مجلس الجنوب، كمان نقدر يحضر معنا الاجتماعات ونتبادل الخبرات ونقدر نساعد بعضنا. مدير عام مجلس الجنوب اللي هو رئيسه لمجلس الجنوب. اما مدير المنظمات الدوليه في وزاره الخارجيه نستعين فيه، هذا شيء بيكون في يعني كوارث كبيره او حادث امن مثل حرب تموز، يعني صرنا نستعين فيه من المنظمات الدوليه من الخارج. كل شيء كنا بدنا نوديه على الخارج او بدنا نستعين فيه من الخارج، نقدر يكون هو وسيله الوصل بيننا وبين الخارج. هيدي الصوره الرسميه. بعد الوقت الفعلي هو كنا الحقيقه نحن نتواصل كهيئه عليا للإغاثة، نتواصل مباشره مع المنظمات الدوليه او مع السفارات بالخارج لسرعه التنفيذ، يعني نتجنب الخطه الرسميه والشيء القانوني حتى نقدر نكون سرعة. مثلا نقدر نستعين بالدول الخليج بسفاراتهم، بالمنظمات تبعهم، بالأوروبية، حتى وصلنا لأمريكا تقريبا. حتى شفتوا حرب 2006 كيف الهيئة العليا للإغاثة هي كانت الصورة المباشرة اللي قدرت تغطي كل الحرب. لحد هلا بعدنا نحن عم نغطي الكوارث تبع حرب تموز 2006. يعني نحن لحد هلا حتى نقدر نسكر غطاء ونأمن الحاجات اللي تضرروا من حرب تموز، لسه بدنا 150 مليون دولار لنسد العجز اللي هو تبع حرب تموز. ووفقا للقانون الذي كتب بإنشاء هذه الهيئة والتعديلات التشريعية اللاحقة، تتولى الهيئة حاليا من مهماتها قبول الهبات التي يتم تقديمها إلى الدولة اللبنانية وتنظيم الخدمات اللوجستية اللازمة لاستقبال هذه الهبات ونقلها بالإضافة إلى مواد الإغاثة وتوزيعها واستخدام تقنيات جمع المعلومات والإحصاءات. نحن كمان كان في بعض المنظمات الدولية نحن نتعاون معها للإحصاء للتقديرات، نقدر نعرف كان نازحين أو كان في نازحين لبنانيين كمان ما تنسوا، واللي هي غاب عن المنظمات الدولية. هيدي أكبر يعني بتحز بقلبنا إنه اللبنانيين اللي موجودين كانوا بسوريا ونزحوا وتهجروا على لبنان يعد تقريبا بحدود 40,000، بتذكر إذا كانت عائلة أو شخص. نصور هدول ما كان حدا عم بيهتم فيهم، نحن اللي فتنا على الخط وصرنا نهتم فيهم، كنا عم نهتم فيهم من قبلنا نحن من الموازنة تبع الهيئة العليا للإغاثة تبع رئاسة الحكومة، نهتم فيهم شخصيا ومنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية، هدول ما حدا نهتم فيهم. إدارة كل المسائل التشغيلية المتعلقة بإدارة الكوارث وحالات الإغاثة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء على اختلاف أنواعها. نحن فايزا ناخذ المهمات ومننفذها من قرارات من اجتماع الهيئة العليا للإغاثة اللي ذكرناها، وكل بيجي القرارات اللي بتيجي ومراسيم من مجلس الوزراء. نحن هدول الاثنين بناخذ أوامر منهم بننفذهم، مش من حالنا يعني ناخذ نشتغل مثل ما بدنا. القيام بأي أعمال ذات طابع عاجل وضمانة السلامة العامة للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية. يعني نحن فينا نتدخل فورا، يعني مثلا نعطي أي كارثة بتصير طبيعية على الأرض فورا نتدخل إذا كانت هيدي بشيء السلامة العامة. أما إذا كان في شيء بخص البلديات ومثل ما كنا عم نشوف هلا كثير، يعني مثلا يمكن ما بيهمكم الموضوع كثير، بس لازم تاخذوا فكرة إنه صار كل العالم تلتجئ لعنا، مع انه في صلاحيات للبلديه هي لازم تعمل هالشيء، في صلاحيات للمحافظ، في صلاحيات للقوم مقام، هن لازم يتدخلوا، او وزاره الاشغال حتى كمان. ان الامانه العامه للهيئه العليا للإغاثة هي الجهه المسؤوله عن تنفيذ كل المهام الموكله اليها من قبل الهيئه العليا للإغاثة او من قبل مجلس الوزراء، والتاكد من انجازها في الوقت المناسب، ويرأسها امين عام يكون مسؤولا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بأي حالة كارثية.
وقد قامت الهيئة بتقديم العديد من أوجه الدعم على كل المسائل التي تعني لبنان واللبنانيين في أعقاب مختلف من الكوارث والأزمات التي تعرض لها لبنان والعديد من الدول الصديقة، وكان أبرزها بما فيهم النازحين. مساعدات عينية لضحايا الزلازل التي ضربت كل من دول المغرب، باكستان، سريلانكا واندونيسيا هايتي. يعني نحن كنا كمان عم نتدخل، يعني لأنه هن هالدول هيدي قدمت المساعدات بحالة المحن اللي كان عم يمر فيها لبنان. أنت من الطبيعي ترد الجميل، نحن كنا مضطرين إنه لأنه شيء رمزي، يعني بأي حالة كانت عم بتصير بهالدول. وفي يمكن آخر مرحلة الإنفلونزا الطيور اللي صار بأفريقيا وما بعرف، يعني كنا نحن عم نقدم مساعدات أدوية أو غير أدوية بشيء رمزي ضمن إمكانيات الموازنة تبع الدولة اللبنانية. العدوان الإسرائيلي على تموز 2006 اللي شوف كلكم تأثرتوا فيه، حتى الدول المجاورة تأثروا فيه، حتى الدوليين تأثروا فيه. الأحداث الأمنية التي حصلت في مخيمات الفلسطينية كمان قدمنا لهم المساعدات. أعمال الشغب والتفجيرات الإرهابية التي تعرض لها لبنان، وهيدي كتير عندنا خبرة فيها وكتير قدرنا الحمد لله نحتويها بخطط اللي نحن اشتغلناها ضمن مجلس الوزراء أو ضمن اللجنة الوطنية وهيئة عليا الإغاثة. في الكوارث الطبيعية إن كانت هزات أرضية كانت خفيفة وإن شاء الله ما بتتعرض، وإن شاء الله بيكون الحمد لله على سلامتهم الزلزال اللي صار بالخارج. السيول، انهيارات، كلها كنا هيدي عم نعالجها بموازنة وقدرات الهيئة العليا. الأضرار الزراعية من جراء الأوبئة والأحوال الجوية، يعني كان مثل ما بتعرفوا هيدي يعني أكثر قصة هيدا هلا عم تلمسوها، قصة التفاح يعني اتخذ أوجه وطوابع وطوائفية والبكونية، بس الشكل الوطني إنه هذا إنتاج وطني نحن بدنا نحافظ عليه. وحاولت الدولة ورئيس الدولة ودولة رئيس مجلس الوزراء حاول إنه إذا الله راد 10 minutes يعني أنا إذا بدي أشرح لهم عن تجارب اللي عملناها بدنا شيء يومين ثلاثة بنشرح لهم، يعني حتى يكونوا واعيين نحن قديش بلبنان تأثرنا يعني. ما معي 10 minutes. الحقيقة هي مشوقة على المحاضرات هيدي، بتعطينا خبرة لأن نحن بنستفاد من المنظمات الموجودة. يعني هنعطي نموذج كمان سريع، ما يعني صار مفزعنا بالوقت. مثلا أعداد المستفيدين من الأحداث 119,000 من نوع الضرر كان بشري أو جسدي أو وحدات سكنية أو مؤسسات تجارية وبنى تحتية. هذا الحدث كان العدوان الإسرائيلي على لبنان، هذا 119,000. هذا يعني الإحصاء كان تقريبا هو أكثر السنة. كانت قيمة الأضرار بحوالي 1,940 مليون. وحدات سكنية ومؤسسات تجارية حوالي 1920. يعني هذه الأحداث الأمنية التي حصلت في مخيمات الفلسطينية كانت قيمة الأضرار حوالي $1,000,000,000 و760. أحداث بشرية وشغب وتفجيرات إرهابية اللي تعرض لها لبنان للفترات ال4 سنين اللي مرقت هي حوالي 51,000 متضرر. في كوارث طبيعية وهزات أرضية وسيول وانهيارات وتضرر بوحدات السكنية وبنية تحتية ومساعدات اجتماعية حوالي 4,778 كانت حوالي $4 مليون. مزارعين ويعني 22 يعني ما هقدر كمل لمهمات الهيئة أو التجارب والتمويل لأنه حيشرني كتير، بس اللي بقدر أنا أعطي آخر شيء التجربات. لنحكي عن الصليب الأحمر. الصليب الأحمر كان عم يعطي مثل مفهوم نحن بنفهمه كصليب أحمر. هلا هو كان عم يشتغل إنمائي وهنمائي وكذا، يعني كتير منيح، بس كان هذا كلته بالتنسيق معنا نحن. يعني كان في لجنة وطنية عملناها نحن بالأصل الحكومي. هاللجنة الوطنية بتضم من كافة وزراء، بتضم لصليب أحمر، دفاع مدني، الهيئة العليا للإغاثة، جيش، قوى أمن، وحدات إطفاء، وحدات من البلدية، تنسيق مع المحافظات كلياتهم. كان بس نعطي مثل على السريع كمان
تاخذوا خبره. سادري كان يطلع انفجار، نحكي انفجار، كان دغري اللجنه الوطنيه مش الجيش مش الاجهزه الامنيه هي اللي كانت غرفه العمليات اللي كانت برئاستي وقتها بالسرايا، نعطي نحن التوجيهات ضمن حصر المنطقه، عزل المنطقه، يجي الجيش هو يعزلها، يجي الدرك ياخذ اتحيات، يجي الامن العام يتقصى، يجي امن الدوله، كل جهاز يجي الصليب الاحمر فوري نعطيه وين مهمته، وين لازم تقدم غسل للنازحين، لاخلاء البيوت، للادويه، المستشفيات وين بدهم يخلوا. يعني هيدي مختصر نحن اللي بنقدر نعطيه نحكي لكم اياه. الحقيقه نحن كان فينا هسه نعطيكم شي 3 ايام بصراحه عن اذا كان في اخطاء واذا كان في حسنات. لازم يكون تقديرات الكل يعرفوا مثل ما في حسنات في سيئات، حتى نحن الكل يستفاد من الحسنات والكل يتجنبوا من السلبيات. يعطيكم العافيه. Merci beaucoup, général. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Mon général, je vous remercie infiniment pour ces précisions très utiles sur les mécanismes de coordination entre votre instance et celle de la Croix-Rouge libanaise et les autres acteurs internationaux. Je suis convaincu que nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre des questions qui vont suivre. La dernière présentation est celle de Madame Beatriz Navarro Rubio, j'espère que je l'ai prononcé correctement, qui est la directrice d'action contre la faim au Liban et qui est aussi la coordinatrice du Lebanon Humanitarian International NGO Forum, en bon français, du Forum international des ONG internationales au Liban. Alors, on veut savoir comment elle se coordonne, et sans lui demander la liste de toutes celles qui sont au sein de ce forum, de nous dire un tout petit peu quelle est l'efficacité et quels sont les processus de coordination de ce forum et son importance pour la coordination de l'aide au Liban. Merci beaucoup. Seulement une petite précision. Je ne suis pas la coordinatrice de Lebanon Humanitarian NGO Forum. Je fais partie du comité de pilotage, donc le Steering Committee. Malheureusement, la coordinatrice Camilla, elle est hors de pays à cause de visa. Donc aujourd'hui, vous êtes la coordinatrice. Aujourd'hui, non, mais en qualité de D'accord. Je fais partie je vais vous expliquer un peu comment on travaille au niveau des livres. Je peux représenter le livre en tant que comité. D'abord, mes excuses, je ne suis pas francophone. Vous pouvez comprendre l'accent espagnol dans mon français. Je ferai mon mieux. Si je ne trouve pas les mots, je vais demander un peu de support. Je vais vous donner un peu d'informations sur comment on travaille au niveau de Lebanon Humanitarian NGO Forum. Je pense qu'on est tous d'accord. Parlez dans le micro. Pardon. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la coordination est essentielle dans l'action humanitaire. Et en tant qu'ONG internationale, notre objectif, ce n'est pas seulement d'éviter la duplication au sein de nos programmes, mais surtout, on est motivé par le sentiment qu'ensemble, on est plus fort pour faire face aussi aux différents multiples défis qu'il y a dans l'environnement opérationnel au Liban. Je peux dire que comme toute famille de ONG internationale, on a parfois des dysfonctionnements. Je pense qu'il faut être très clair. Il y a des différents points de vue, il y a des différents intérêts aussi. Et je pense que cette forum, donc le LHIF, ça nous permet de résoudre ces discussions et surtout de se focaliser sur l'intérêt en commun, d'avoir une voix en commun, d'avoir un rôle de représentation pour essayer de renforcer la réponse et pour servir mieux aux personnes vulnérables qui sont touchées par la crise syrienne, qui est l'objectif. Donc pour l'historique, le LHIF a commencé en 2012 avec un nombre très petit d'organisations internationales qui étaient en train de répondre à la crise syrienne et que se sont réunis parce qu'ils savaient de problèmes bureaucratiques face au permis de séjour, permis de travail et aussi au registre de ces organisations. Donc ça a commencé avec cet objectif, mais aussi parce qu'ils ont identifié qu'il y avait aussi de lacunes et des problèmes de coordination dans l'ensemble de la réponse. Je pense qu'il faut aussi penser qu'il y a des organisations internationales qui ont énormément d'expérience au Liban, qui sont au Liban depuis longtemps. Mon organisation, la organisation que je représente, Action contre la faim, travaille depuis 2006, mais il y a des organisations qui travaillent depuis 1977. Donc on avait énormément aussi de capacités de réponse et aussi un historique dans les pays important pour pouvoir faire face à cette crise. Et à ces moments-là, au niveau des coordinations, un peu plus, si je peux me permettre, que certaines équipes des Nations Unies qui venaient juste d'arriver pour la réponse et pour coordonner la réponse de réfugiés.
Alors, la situation maintenant, c'est on est 42 organisations internationales. Donc, merci pour ne pas demander et je sais qu'il y a certains collègues qui sont ici, certains collègues membres. Donc, on travaille avec des bénéficiaires libanais, des réfugiés palestiniens et des réfugiés syriens dans des différents domaines. Ce n'est pas seulement le domaine humanitaire, mais aussi dans les domaines de développement. Et qu'est-ce qu'on est en train de parler de nexus entre humanitaire et développement. Dans tous les secteurs, dans les 10 secteurs qu'on a discutés, on est représenté dans le LIF. Il y a un comité de pilotage, comme je disais, le Steering Committee, qui est rotatif. Donc, chaque 6 mois, c'est composé par des country directors, par des représentants des ONG internationales élus au titre volontaire, qui vont représenter la voix des ONG internationales au sein de différents forums. Ici, je suis aujourd'hui ici, dans le ACT, donc dans le Humanitarian Country Team, dans le forum de développement, avec des réunions bilatérales avec les gouvernements, avec des réunions bilatérales avec les donateurs, et on joue un peu le rôle, on rigolant un peu d'amis critiques parfois dans ces meetings pour partager nos analyses et les informations qu'on a au niveau programmatique, les évidences qu'on a sur le terrain. Donc, objectif du LIF. Les plaidoyers, c'est dans le corps de notre mandat. L'objectif de l'IF, c'est de se réunir collectivement pour faire un plaidoyer, pour avoir un seul vue, à part la représentation bien sûr, et pour identifier des moyens pour renforcer la riposte, pour assurer une plus grande redevabilité vers les bénéficiaires, et essayer aussi d'influencer l'environnement politique pour essayer de permettre la réalisation des droits de réfugiés et des autres populations vulnérables. Je peux vous donner des exemples. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un exemple par exemple pour essayer de renforcer la coordination, c'est qu'à travers les différentes ONG internationales et à travers nos programmes, on identifie, on est tout le jour, on est très proche du terrain et on entend des bénéficiaires ou des différents par nos bénéficiaires qui a des soucis, qui a des problèmes, qui a de manque de coordination, d'information. On se réunit, on analyse entre tous, et ça, on peut arriver, on l'élève dans le forum de coordination pertinent pour assurer, par exemple, une meilleure coordination avec les Nations Unies ou avec des donateurs. Aussi, on essaye de mettre l'attention sur ce qu'on appelle, je ne sais pas en français, les lacunes, les gaps, au niveau d'assistance. On a fait énormément d'efforts de plaidoyer sur l'accès à l'assistance des réfugiés qui étaient non enregistrés au Liban, pour essayer de convaincre les Nations Unies et les donateurs d'inclure dans leur mécanisme de financement ces parties de la population qui n'étaient pas incluses dans certains programmes. Mais après aussi, on fait, je parle au niveau national, mais au niveau international, vu que nous sommes des organisations internationales, on a aussi une voix. Je peux mettre l'exemple, par exemple, de la conférence de Bruxelles, où, en tant qu'ONG internationale, on a fait un plaidoyer auprès des différentes capitales pour discuter, par exemple, la dernière conférence de Bruxelles, pour être sûr que le principe de non-refoulement était mis dans la table dans la conférence, pour aussi essayer d'avoir plus de participation de la société civile et notamment des organisations nationales. Dans ces cas-là, on fait un plaidoyer pour les organisations nationales avec lesquelles on a une coordination. En tant qu'ELIF, on s'est réunis une fois par mois et Virginie Lefebvre, qui est la responsable de Local NGO Forum, elle a une siège permanent dans notre forum et en tant qu'observatrice. Donc ça, c'est des exemples qu'on fait au niveau international. Après, aussi, on est en train d'avoir un débat, et j'imagine que vous avez touché ça dans les différents séminaires ici, les différents débats, sur les rôles des ONG internationales, sur les rôles maintenant qui a de plus en plus, on parle d'une crise à longue durée, sur la manière comment on se coordonne avec les gouvernements, avec un rôle beaucoup plus prominent dans la gestion de la crise, les rôles avec les ONG nationales et les valeurs ajoutées que les organisations internationales peuvent avoir. Les rôles aussi dans la stabilité sociale, en faisant les nexus avec des programmes de développement. Donc tout ça, c'est des débats qu'on a dans les centres de notre forum.
Je pense que c'est en France qui a parlé d'innovation aussi. C'est des questions où on essaye de partager des programmes innovants ou des approches innovantes en tant que partenariat ou en tant que réponse. Donc voilà, c'est un peu le Lebanon Humanitarian Aid Forum. Si vous avez des questions, avec plaisir. Béatrice, merci infiniment. Je suis convaincu qu'on va avoir beaucoup plus de questions.